Je vous propose maintenant donc de continuer en parlant un petit peu d'IRM cardiaque. Donc, comme vous le savez, le gadolinium va être le traceur ou l'agent de contraste qu'on va utiliser en IRM cardiaque pour faire le diagnostic d'amylose. En tout cas, en grande partie, ça va nous amener des éléments intéressants. Alors, pourquoi? Parce que le gadolinium, qui est sous la forme qu'on injecte sous la forme de chélate, va rapidement sortir du compartiment vasculaire une fois injecté en intraveineux et diffuser autour des cellules dans le secteur interstitiel extracellulaire. Et il est intéressant de noter que le gadolinium ne rentre pas dans les cellules. Et donc, qu'en cas d'anomalie du secteur extracellulaire, d'augmentation du volume extracellulaire, il va un petit peu stagner autour des cellules. Et on voit tout de suite les applications potentielles que ça peut avoir dans l'amylose, où classiquement les dépôts sont extracellulaires, le volume extracellulaire va augmenter. Vous noterez quand même au passage que cette rétention de gadolinium n'est pas spécifique et peut se voir dans tout type d'augmentation du volume extracellulaire, par exemple dans des cicatrices fibreuses, par exemple d'infarctus. Alors, en IRM, la séquence clé encore à l'heure actuelle, c'est le rehaussement tardif, c'est-à-dire qu'on va attendre que ce traceur, le gadolinium, s'accumule dans les tissus. On attend habituellement 10 à 15 minutes pour faire les images. Et ce qu'on va rechercher à obtenir sur un cœur normal, c'est cette image-là, c'est-à-dire un aspect très noir du myocarde, qui est un aspect normal, 10 à 15 minutes après l'injection du traceur, puisque la majorité du gadolinium s'est évacué du myocarde, il a été éliminé rapidement, et donc on a une absence de rehaussement ou de prise de contraste du muscle cardiaque. Vous noterez au passage que juste avant l'acquisition de ces images, quand même, via un artifice un petit peu technique, on va noircir l'image, c'est ce qu'on appelle, en utilisant ce qu'on appelle un temps d'inversion pour acquérir les images au moment où le myocarde est le plus noir possible, le plus en hyposignal. Donc regardez bien cette image, on va en voir d'autres avec des cardiopathies amyloïdes, vous allez voir que c'est totalement, que le cœur a un aspect différent. Alors, les grands aspects classiques, je vous les présente ici, il y en a 5. C'est tout d'abord le rehaussement en IRM, donc, qui évoque une cardiopathie amyloïde sous-endocardique circonférentielle. Vous voyez ce liseré en hypersignal qui surligne le sous-endocarde sur cette coupe petit axe et qui peut s'étendre de façon plus ou moins importante au reste du muscle cardiaque. Et vous remarquez que le cœur apparaît globalement en hypersignal blanc puisque le traceur, le gadolinium, stagne dans le milieu extracellulaire. La deuxième, je dirais le deuxième aspect assez classique, maintenant bien connu dans le cas d'une cardiopathie amyloïde, ça va être un rehaussement global, cette fois-ci du myocarde ventriculaire gauche. Ah, excusez-moi, je suis avec voilà. Un rehaussement global du myocarde ventriculaire gauche, mais sans forcément une atteinte systématique de cette couche sous-endocardique que je vous ai montré sur l'image précédente. C'est un rehaussement plus diffus, mais sans forcément que le sous-endocarde soit atteint. Une image maintenant un petit peu moins belle, mais en fait c'est lié à la cardiopathie amyloïde, ce sont les difficultés de, entre guillemets, noircir le muscle cardiaque sur nos séquences d'IRM, puisque probablement il existe des dépôts amyloïdes un petit peu diffus, mais pas suffisamment, je dirais, importants pour donner cet hypersignal sur l'image. Et donc lorsqu'on va chercher à faire l'image du cœur, on va se trouver avec une image d'un gris intermédiaire qui est un petit peu, je dirais, moins typique ou moins évidente que ce que je vous ai montré avant, mais qui est également suspecte de cardiopathie amyloïde. Et puis, là, on vient de nous parler du strain et de l'atteinte basale. Eh bien, on commence également à décrire des atteintes focales sur les cardiopathies amyloïdes qui, vous voyez, se manifestent sous la forme de prise de contraste plutôt de la paroi basale, de la région inféro-latérobasale, même assez régulièrement, qui seraient peut-être justement des formes un peu précoces, mais qui ont l'air d'être quand même plus rares par rapport à ce qui est rapporté. Je m'arrête là, je vous rassure, on ne va pas compter jusqu'à 50, mais la dernière image typique, c'est l'atteinte des autres cavités cardiaques. Bien sûr, en IRM, on voit le ventricule gauche, mais vous voyez chez ce patient qu'on peut voir également un aspect en hypersignal très brillant du ventricule droit, et puis un sort de surlignage des oreillettes du massif atrial. Ça aussi, cette atteinte de type 5, là, que je vous montre là, est très évocatrice de cardiopathie amyloïde. Alors si on regarde un peu la littérature et les performances de l'IRM, on s'aperçoit que la positivité du rehaussement tardif quand même dans les différentes séries rapportées est fréquente, entre 70 et pratiquement 100%, et que dans plus d'une fois sur deux, on voit en IRM des atteintes des autres cavités sur le rehaussement tardif. Vous voyez les chiffres de sensibilité, de spécificité qui sont corrects, de l'ordre de 80-90% suivant les séries, lorsqu'on compare les performances de l'IRM à la biopsie endo-myocardique. Et ce rehaussement tardif, excusez-moi, je vais revenir. Voilà, ce rehaussement tardif, en fait, est associé à des dépôts, histologiquement à la présence de dépôts au niveau interstitiel. Ça a été rapporté par plusieurs auteurs qui ont corrélé les zones d'hypersignal en IRM et les colorations
sur les biopsies endomyocardiques avec des corrélations très, très correctes. C'est également associé à une dégradation des paramètres de fonction ventriculaire gauche et une augmentation de l'épaisseur myocardique. Ça s'associe également avec une aggravation des signes cliniques du patient, notamment l'essoufflement, le stade de la NYHA, une dégradation des paramètres biologiques, et puis quand même de plus en plus de séries montrent globalement que ce rehaussement tardif est un critère pronostic de mortalité et de survie de ces patients, même si toutes les séries ne sont pas d'accord là-dessus. Alors, est-ce que le rehaussement tardif est plus fort que l'électrocardiogramme et l'échographie? Eh bien, il y a différentes séries qui ont l'air de dire quand même que l'IRM peut être intéressante. Dans ce papier du JACC en 2009, 47 patients suspects d'amylose cardiaque, 38 ont eu une biopsie. Et si on regarde un petit peu les critères qui vont amener ou améliorer ou permettre un diagnostic amélioré, on va dire, on s'aperçoit que c'est le rehaussement tardif qui a l'air de constituer, vous voyez sur une analyse multivariée ici, le meilleur élément pour faire le diagnostic, devant même l'hypertrophie du septum interventriculaire à l'échographie. Alors pour essayer de vous convaincre, une autre étude, là également du JACC en 2010, 85 patients, vous voyez c'est des grosses séries, donc, et l'auteur a fait 2 groupes de patients, 36 patients qui n'avaient aucune, je dirais, évidence de cardiopathie amyloïde à l'échographie, avec notamment justement les pressions de remplissage, l'hypertrophie et tous les critères échographiques retrouvés. Donc il y avait 36 patients qui a priori n'avaient pas d'atteinte cardiaque à l'échographie, et lorsqu'on leur passait en IRM, vous voyez, lorsqu'on est passé en IRM, il y en avait quasiment 1 sur 2 qui présentaient des plages de rehaussement tardif, et l'auteur conclut que probablement l'IRM est plus sensible, notamment dans les formes débutantes, que l'échographie pour faire le diagnostic. Et au passage, il note qu'il y a une surreprésentation des atteintes focales, qui sont donc peut-être des atteintes débutantes, chez ces patients qui n'ont pas de signe échographique de cardiopathie amyloïde, mais qui présentent des rehaussements en IRM. Alors nous avons également localement étudié des patients en IRM qui présentaient des amyloses TTR, 53 patients qui ont été explorés en IRM, qui étaient symptomatiques avec des atteintes neurologiques et ou cardiologiques. Nous avons comparé à 14 patients qui étaient des patients asymptomatiques. Qu'avons-nous retrouvé? Que 60% en IRM des patients présentaient un rehaussement positif sur le rehaussement tardif. Et de façon intéressante, 19% des patients qui présentaient uniquement des signes neurologiques avaient des signes d'atteinte cardiaque en IRM, et que 20% donc, des patients qui n'avaient pas d'hypertrophie myocardique à l'échographie présentaient également des rehaussements myocardiques. Donc probablement, l'étude du rehaussement tardif en IRM permet un diagnostic précoce de l'atteinte cardiaque. Ce travail va un petit peu dans le même sens que dans la littérature. Et les formes focales, vous voyez, un petit peu comme ce qu'on nous a montré en échographie, étaient assez fréquentes, avec une répartition plutôt au niveau basal, effectivement, qui pourrait peut-être expliquer l'altération du strain longitudinal, comme on nous l'a montré, plutôt une atteinte basale inférieure ou inférolatérale, dans ce travail qui est en révision. Alors, là, je m'écarte un tout petit peu du diagnostic précoce, mais est-ce qu'on peut différencier en IRM, juste sur l'image, d'une amylose AL d'une amylose TTR? Ça paraît un petit peu osé, mais ça a été récemment publié dans le JACC Imaging. 46 patients qui avaient des amyloses AL versus 51 qui avaient des amyloses TTR, qui ont étudié en IRM avec le rehaussement tardif. Et l'auteur conclut que le rehaussement tardif serait plus marqué dans les amyloses TTR que dans les AL, et que l'atteinte du ventricule droit serait plus fréquemment rencontrée dans les TTR que dans les AL. Ça sera peut-être un travail à confirmer. Pour évaluer ce rehaussement tardif, l'équipe de recherche qui a publié ce travail a développé un score de cotation du rehaussement tardif qu'on appelle le Quail Score, qui a l'avantage d'être plus précis que ce qu'on utilise à l'heure actuelle en IRM, puisque vous voyez, il se base sur 3 niveaux de coupe avec des cotations assez précises du rehaussement visible en IRM, et donc ça va jusqu'à 12 pour le ventricule gauche, et donc on rajoute 6 points pour le ventricule droit, c'est un score qui va jusqu'à 18, et d'après ce que montre cette équipe, un score au-delà de 13, séparer de façon assez précise les AL des TTR. Je pense que la séparation entre les deux les deux amyloses est un point intéressant, mais également cette nouvelle échelle est peut-être intéressante pour d'autres travaux de recherche à venir. Donc en résumé, pour cette première partie, le rehaussement tardif est corrélé à la filtration à la gravité. Il semble pouvoir détecter, ou l'IRM semble pouvoir détecter des atteintes débutantes, infracliniques ou infraéchographiques, dans un pourcentage de cas qui n'est peut-être pas si négligeable que ça, et avec une atteinte qui prédomine au niveau de la paroi basale, et là on retrouve l'altération du strain. Mais attention, ces atteintes focales un peu débutantes manquent de spécificité. Si vous extrayez l'image du contexte clinique, ça peut tout à fait correspondre à d'autres cardiopathies, donc il faut quand même le prendre avec prudence. Peut-être qu'avec des scores, justement le Quail Score un peu plus élaboré, on fera un peu mieux pour caractériser ce rehaussement tardif. Alors,
ça, c'était avec du gadolinium. Maintenant, on peut travailler sans gadolinium en utilisant ce qu'on appelle l'imagerie paramétrique. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, au lieu de mesurer le signal en unité absolue au sein de l'image, on peut, en travaillant un petit peu sur l'acquisition du signal, calculer réellement la repousse du signal en IRM en millisecondes, ce qu'on appelle le T1, la repousse longitudinale du signal, ou éventuellement sa disparition dans le plan transversal, ce qu'on appelle le T2. Et l'avantage de ces techniques paramétriques, c'est qu'on va obtenir des chiffres. Les cardiologues sont friands de chiffres, mais les radiologues aussi. Et il est intéressant d'obtenir des chiffres pour comparer les patients entre eux, plutôt que de travailler sur des unités absolues qui sont assez dépendantes du type de séquence utilisée, voire du type de machine. Là, on va pouvoir probablement comparer plus facilement les patients entre eux, donc c'est intéressant. Alors, le bémol à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un seul constructeur qui propose ce type de séquence, donc on espère que ça va être développé par d'autres justement pour pouvoir faire des études multicentriques. Alors, est-ce que c'est un intérêt, l'imagerie paramétrique? Ah, voilà les travaux. Est-ce que ça a un intérêt, l'imagerie paramétrique dans l'amylose? Ben oui, puisque le T1 myocardique, ce qui caractérise le tissu myocardique, est allongé dans l'IRM. Le T1 myocardique normal, c'est aux alentours de 950 millisecondes chez quelqu'un de normal. Chez quelqu'un qui a une amylose, c'est plutôt 1 seconde 1, 1 seconde 2, donc 1200. Et ça va être un élément diagnostique supplémentaire. Donc, par exemple, vous voyez dans ce travail sur 53 patients qui étaient prédéfinis en 3 groupes avant l'IRM, c'est-à-dire ceux qui n'avaient aucune suspicion d'atteinte en clinique échographique d'amylose cardiaque, ceux qui avaient une atteinte possible et ceux qui avaient une atteinte certaine ont été explorés en IRM versus 36 volontaires versus 17 patients qui avaient une autre cardiopathie avec rétrécissement aortique. Si vous regardez le T1 myocardique des sujets, donc voilà le T1 myocardique des sujets normaux, vous voyez, c'est aux alentours de 950 millisecondes. Voici ceux qui ont été classés sans cardiopathie amyloïde détectée cliniquement et échographiquement. Vous voyez que le T1 commence à s'élever un petit peu. Ceux qui n'avaient atteint une atteinte possible en IRM cardiaque, par exemple plus 12 mm de septum, mais avec une cardiopathie, avec une HTA, donc ça devenait un petit peu douteux. Vous voyez que le T1 s'élève. Et puis le dernier groupe qui avait, eux, une atteinte très probable de cardiopathie amyloïde. Donc ce T1 myocardique pourrait être un marqueur de l'atteinte myocardique précoce. Le cutoff ici était à 1020 millisecondes pour différencier les patients des sujets normaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce travail, vous voyez, il y avait quand même, chez les patients qui avaient une réelle atteinte cardiaque définitive, eh bien, il y en avait 6 qui n'avaient pas de rehaussement tardif. Je vous ai montré le rehaussement tardif au début, je vous disais c'est intéressant, mais chez 6 là, ça n'avait pas marché, il n'y avait pas de rehaussement tardif en IRM, et le T1, et lui, était allongé chez 4 de ces 6 patients. Ce qui veut dire que peut-être, le T1 serait plus sensible que le rehaussement tardif avec notre agent, le gadolinium. Donc voilà également un autre travail qui va dans le même sens. 85, vous voyez, c'est des séries absolument énormes. 85 patients d'amylose ayant une amylose TTR, 79 patients ayant une amylose AL, tous explorés en IRM avec également un autre type de cardiopathie. Bien, on retrouve un peu, vous voyez, le même type de schéma, le T1 des sujets normaux à 960 millisecondes, et puis les patients qui ont une amylose AL et les patients qui ont une amylose TTR avec atteinte cardiaque, bien sûr, ont un T1 plus augmenté. Vous noterez au passage qu'il y a une différence entre les AL et les TTR qui était significative. Alors peut-être que justement les amyloses AL rallongent plus le T1 que les TTR. Voilà, peut-être que c'est un marqueur précoce. Alors nous aussi, nous avons une petite étude locale en cours. Alors on n'a pas 200 patients, on en a 40 qui ont une suspicion d'amylose cardiaque et 16 témoins. Ils ont eu un protocole standard de recherche de cardiopathie, je dirais, amyloïde en IRM, et on a rajouté des séquences permettant de mesurer le T1 myocardique et le T2. Et puis on a interprété les images, mais sans tenir compte des valeurs du T1 et du T2, et on a fait très groupe en disant, voilà, ce patient, il n'a aucune suspicion, c'est le groupe 0 d'atteinte cardiaque, celui-là, il est douteux, on ne sait pas. Le groupe 2, c'est possible, le groupe 3, c'est certain. Vous voyez, c'est des comptes rendus de radiologues, peut-être que ce n'est pas toujours très précis, on n'est pas toujours très sûr de nous. Eh bien, si on regarde le T1 et le T2, eh bien, on voit qu'ils sont significativement augmentés chez les patients par rapport aux témoins. Ce qui est intéressant, c'est que le T1, comme ce qui a été retrouvé dans d'autres études, va augmenter progressivement du groupe il n'y a pas de cardiopathie au groupe, là c'est sûr qu'il y en a une. Vous voyez, 0, il n'y en a pas, ben, il est à 1031, 1 c'est douteux, ça augmente un petit peu, 1051, 2 on pense vraiment que c'en est une, 1064, et 3, alors là on mettrait notre main à couper, 1110, donc ça corrèle assez bien finalement avec ce qu'on trouve en rehaussement tardif. En revanche, pas de différence significative entre le groupe 1 et 0, c'est-à-dire douteux versus on ne pense pas qu'il y a de cardiopathie en IRM, les T1 myocardiques étaient dans le même groupe, dans la même gamme. Quant au T2, eh bien, ils étaient augmentés dans tous les groupes. Alors ça, on n'a pas encore exactement trouvé la signification de ça. Même par rapport au sujet contrôle, tous les groupes, que ce soit douteux à très positif, avaient des T2 qui étaient tous augmentés. Alors peut-être qu'il y a des protéines amyloïdes en circulation et que déjà, il y a une réaction cardiaque qui s'opère. On est en train de travailler dessus. Donc,
En conclusion, le rehaussement tardif, le gadolinium en IRM, c'est pertinent, mais ça a des limites, c'est-à-dire la qualité image peut être variable et de temps en temps on peut être gêné. Les atteintes focales qu'on va découvrir, qui sont peut-être des formes précoces, ne sont pas très spécifiques, donc attention. Peut-être qu'un score plus évolué, comme le Quell score, va pouvoir affiner les choses, ou en tout cas nous aider à mieux comparer les patients entre eux. Le mapping T1, c'est prometteur, il est allongé dans l'amylose, c'est ce qu'il faut retenir, je pense. C'est probablement un marqueur précoce, mais il est encore peu disponible, n'est pas disponible chez malheureusement tous les constructeurs. Quant au T2, il faudra encore l'évaluer, je pense. Voilà, je vous remercie.